Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série sur la question du nihilisme, nous proposons aujourd'hui des considérations sur une conférence de Léo Strauss intitulée « Le nihilisme allemand ». Le nihilisme peut-il avoir des effets? Faudrait savoir de quoi on parle pour pouvoir répondre à cette question. Et pour répondre, il faudrait déjà commencer par questionner le nihilisme en son essence. De quoi parle-t-on ici? S'agit-il d'une doctrine philosophique parmi d'autres doctrines? Certaines personnes seraient nihilistes, alors que d'autres seraient idéalistes, et d'autres matérialistes, d'autres mystiques, etc. Dans ce cas-là, le nihilisme ne serait pas quelque chose de bien grave. Ce serait juste une opinion parmi d'autres opinions. Et comme toute opinion ou croyance philosophique, cela ne servirait peut-être pas à grand-chose. Ce serait juste une question de croyance individuelle. Cependant, les choses sont plus compliquées que cela. D'une part, parce que comme le souligne Nietzsche, la croyance en question n'est pas une simple croyance. C'est d'abord à ses yeux une maladie, et une maladie pernicieuse, puisqu'elle prend les masques différents. Pour Nietzsche, un idéaliste est un nihiliste qui ne s'avoue pas comme tel, comme un matérialiste également est un nihilisme, par exemple un épicurien. Pourquoi demandera-t-on? Eh bien d'abord parce que la maladie, qui comprend de nombreux degrés de gravité, n'est pas une simple opinion. Elle est d'abord le signe d'un état de santé. État de santé des individus? Oui, certainement. Mais plus profondément encore, état de santé du monde en général. Le monde tel qu'il se déploie à l'époque de Nietzsche, c'est-à-dire à une période d'effervescence en Allemagne qui était en train de s'unifier, est finalement un monde dans lequel la valeur de néant peut émerger. Étrange réalité donc. Le monde, c'est-à-dire la totalité de ce qui est, ce en quoi toute chose peut advenir, puisque quand une chose advient, elle advient toujours en effet dans le monde. Le monde, donc, ce qui atteste qu'il y a quelque chose et non pas rien, porte en lui la possibilité du nihilisme, c'est-à-dire la valeur de néant. Et on fera remarquer que cette possibilité du nihilisme n'advient pas à n'importe quel moment de l'histoire. Elle advient au moment où un monde, en l'occurrence un monde allemand, se crée. Est-ce là un hasard? Le fait est qu'il y a une histoire, une géographie du nihilisme. Histoire, nous l'avons vu avec Gorgias dans l'Antiquité, il y avait une sorte de nihilisme grec. Et de fait, le monde grec a disparu, établissant par là, et ce malgré la transmission d'un héritage, sa propre valeur de néant. Mais il y a également une géographie du nihilisme. Il y a en effet un nihilisme oriental avec le bouddhisme, ou éventuellement avec le taoïsme. Il y a également un nihilisme russe, et il y a donc un nihilisme allemand. Ce dernier est d'autant plus étrange qu'il advient au moment du triomphe germanique, au moment où Bismarck prend le pouvoir en Allemagne. Le philosophe médecin Nietzsche pose la question: quel est ce néant qui monte maintenant dans le monde? En une période encore plus crispée de l'histoire mondiale, le philosophe Léo Strauss demandera en 1941 « Comment fait-il que le nihilisme dirige l'Allemagne maintenant ?» Dans la petite conférence qu'il prononça en 1941, Léo Strauss assimilera le nazisme à une forme de nihilisme. À un moment où le nazisme avait atteint son apogée d'un point de vue territorial,
et où il n'était pas évident qu'il allait perdre la guerre, il y avait certainement une forme de courage à prononcer ce discours. Car après tout, à ce moment-là, la défaite du nazisme n'était pas sûre. La question de savoir comment le nihilisme peut se transformer en politique et avoir des effets en ce domaine. Pour répondre à cette question, un certain rappel historique est nécessaire. Quelque chose comme la formation d'une mondialisation, c'est-à-dire la formation d'un monde plus ou moins unifié, avait eu lieu au XIXe siècle, avec la formation des empires européens, français et britanniques en particulier. On se souvient que dans l'empire de la reine Victoria, le soleil ne se couchait jamais. L'ancienne Rome renaissait, mais cette Rome ne se centrait pas sur la Méditerranée, elle s'étendait à l'ensemble du globe. Ceci possède une importance fondamentale pour le propos de Léo Strauss. Au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, il apparaissait que le centre du monde restait européen, et que l'Allemagne, qui avait depuis un peu moins d'une décennie pris sa forme nazie, cherchait à opposer une forme d'impérialisme continental aux impérialismes d'outre-mer anglo-saxons ou français. Ceci reste évidemment un contexte historique très général. Il détermine cependant aux yeux de Strauss le nihilisme dans sa métamorphose allemande. La forme allemande du nihilisme, nous dit Strauss, n'est pas nihiliste en son essence. Elle ne vise pas la destruction pour la destruction. Elle vise la destruction d'un point concret et déterminé. La volonté de destruction du nihilisme allemand, c'est la volonté de détruire la civilisation occidentale. Léo Strauss ramène la question du nihilisme à sa façade politique. Le nihilisme allemand n'est pas une simple volonté de néant ou une crise existentielle de type psychologique. Ce serait une réaction à l'évolution du monde qui voyait l'Allemagne maintenant unifiée politiquement depuis 1871, réagir aux formes nouvelles du monde. Monde industriel, où la croyance générale au progrès, quoi qu'on puisse entendre par là, après tout le philosophe finlandais von White n'avait pas beaucoup à forcer les arguments pour montrer que le progrès n'était jamais qu'une forme du mythe. Donc tout cela n'était en réalité que l'idéologie dominante. Léo Strauss pouvait ainsi déclarer : le fait est que le nihilisme allemand n'est pas un nihilisme absolu. Le désir d'une destruction totale, y compris la sienne, mais un désir de destruction de quelque chose de précis, la civilisation moderne. On peut se demander ce que Léo Strauss entend par là. Il va préciser que les idées modernes sont portées par les idées anglo-saxonnes. On fera remarquer que sur ce point, les analyses de Strauss rejoignent celles de Nietzsche, qui faisait également remonter les idées modernes à l'Angleterre, dans le Gai Savoir et dans le texte Par-delà le bien et le mal. La seule différence entre Nietzsche et Léo Strauss sur ce point est que Nietzsche méprisait parfaitement les idées anglaises, quand Strauss entretenait à leur égard une forme de bienveillance. C'est que Strauss faisait intervenir une distinction dans son analyse qui, à notre connaissance, n'a pas été employée de manière massive par Nietzsche. Il distinguait en effet entre une société close et une société ouverte. Cette distinction, semble-t-il, introduite par Bergson et reprise dans un autre contexte par Karl Popper, sert ici à désigner l'expansion britannique dans le monde,
la société ouverte, opposée à sa négation sous forme de société close par le développement du monde allemand. L'opposition, nous dit Léo-Strauss, est ici une opposition de type moral. À une morale anglaise qui tendait vers un bien-être utilitariste, les nihilistes allemands opposaient une exigence beaucoup plus lourde, celle du sens du sacrifice et de la valeur de l'effort guerrier qui devait pousser les hommes à renoncer à leur vie pour des idéaux plus élevés. Léo-Strauss remarque que cette critique de l'idéologie du progrès et de la médiocrité des idéaux qui en découlent est une sorte de serpent de mer de la pensée occidentale, et que des gens comme Glaucon, le frère de Platon, ou bien plus près de nous Jean-Jacques Rousseau, ont dénoncé ce petit bonheur facile et indigne d'une vie humaine accomplie, sans que ni Rousseau ni Glaucon ne soient eux-mêmes bellicistes ou nihilistes. Strauss nous dit que pour que la situation vire au nihilisme, il est nécessaire qu'il y ait une attitude de rejet de la civilisation. Il disait ainsi, le nihilisme est le rejet de la civilisation en tant que telle. D'un point de vue politique, du point de vue de la politique nihiliste, la civilisation s'oppose à la culture. Les positions nihilistes peuvent être de ferventes adeptes de la culture. On le voit avec Nietzsche, qui disposait d'une culture extrêmement vaste, et dont les œuvres passent à juste titre d'ailleurs pour des œuvres artistiques et philosophiques de premier plan. Il en était d'ailleurs parfaitement conscient, et écrivait, comme on le sait, avec arrogance dans Ecce Homo, un chapitre intitulé « Pourquoi j'écris de si bons livres ». Nietzsche se voyait certainement comme un médecin de la civilisation, dont il dénonçait le nihilisme. Cependant, il ne s'excluait pas lui-même de la maladie, et se savait touché par elle. Il avait une certaine tendance à vouloir démolir le principe de la civilisation, qu'il logeait dans le cadre des idées modernes qu'il décrivait comme anglaises. Il voulait y opposer une culture aristocratique. C'est ce point que Strauss met en évidence. En soulignant que le nihilisme rejette la civilisation, il précise. J'ai dit civilisation, je n'ai pas dit la culture, car j'ai remarqué que beaucoup de nihilistes sont de grands amoureux de la culture en tant que distincte de la civilisation et opposée à la civilisation. Par ailleurs, le mot culture laisse dans l'indétermination ce qu'est la chose qu'il s'agit de cultiver, le sang, la terre ou l'esprit. Tandis que le terme de civilisation désigne immédiatement le processus vivant, visant à faire de l'homme un citoyen et non pas un esclave, un habitant des cités et non pas un resto, un amoureux de la paix et non de la guerre, un être policé et non pas un voyou. Toutes ces questions furent évidemment des questions posées par Nietzsche. On peut penser en particulier celle de savoir ce qu'est la vulgarité et ce que sont les voyous et la racaille, thème qu'il développe dans Le Gai Savoir ou dans Ainsi parlait Zarathustra. Et Nietzsche n'avait pas clairement indiqué précisément quel chemin prendre, puisque son mépris de la racaille allait de pair avec un rejet des idées modernes et de ce que Léo-Strauss appelait la civilisation. Tout ceci fait qu'il pouvait à la fois être utilisé dans le cadre d'une critique intellectuelle de la modernité, critique qui pouvait être justifiée, mais également être repris à son compte par les militaires nazis. Dans le cadre d'une autre analyse,
Hannah Arendt avait bien montré que le totalitarisme nazi avait à son origine dans une alliance de la bourgeoisie et de la populace, c'est-à-dire dans ce que Léo-Strauss décrivait comme une lutte de la culture contre la civilisation. Au moment où Strauss prononce sa conférence, les pulsions destructrices des nihilistes nazis sont à l'œuvre, et le nihilisme se traduit principalement comme une réalisation militariste de la destruction. La Deuxième Guerre mondiale apparaît alors comme l'apogée du nihilisme en tant que déchaînement des forces destructrices. Léo-Strauss envisage cette guerre essentiellement sous son aspect occidental. Ceci s'explique déjà par la datation. La conférence fut prononcée en février 1941 et à l'époque, l'opération Barbarossa n'avait pas encore été déclenchée, puisqu'elle commencera quelques mois plus tard, en juin de cette année 41. Strauss souligne que la guerre en question est une guerre entre deux impérialismes. Il n'oppose pas, comme le fera Hannah Arendt, un impérialisme continental et un impérialisme d'outre-mer, mais il oppose un impérialisme nihiliste et un impérialisme de la civilisation. La Seconde Guerre mondiale est vue comme une bataille entre deux idéaux, un idéal grandiose mais nihiliste d'un côté, un idéal terre-à-terre mais civilisé de l'autre. Strauss reconnaît la pertinence des analyses de Nietzsche dans l'opposition des idéaux anglais et allemands. Il souligne également le côté bien plus réaliste et humain des Anglais. Il disait de ce fait: je crois que Nietzsche a en grande partie raison lorsqu'il affirme que la tradition allemande est très critique envers les idéaux de la civilisation moderne, et que ces idéaux sont d'origine anglaise. Cependant, il oublie d'ajouter que les Anglais ont presque toujours eu la prudence et la modération très peu allemandes de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire la prudence de se représenter les idéaux modernes comme une adaptation raisonnable de l'idéal ancien et éternel d'honnêteté, de règne de la loi, et d'une liberté qui n'est pas de licence à des circonstances nouvelles. Les analyses de Strauss possèdent de fait un certain intérêt pour comprendre ce qu'est le nihilisme. Elles montrent que le nihilisme doit être cadré géographiquement. Ici, c'est d'un nihilisme allemand qu'on parle. Ces analyses montrent aussi que le nihilisme est lié aux forces de la destruction pour la destruction, mais elles concluent également que la véritable noblesse, à laquelle le discours nihiliste prétend aspirer, n'est pas celle de la guerre et de la destruction, mais celle de la civilisation. Strauss veut donc opposer au nihilisme un monde civilisé. Il termine ainsi sa conférence. La guerre anglo-allemande présente est donc d'une importance symbolique. En défendant la civilisation moderne contre le nihilisme, les Anglais défendent les principes éternels de la civilisation. Personne ne peut dire à quoi aboutira cette guerre. Mais ceci au moins est hors de tout doute possible. En choisissant comme chef Hitler au moment crucial, au moment où la question de savoir qui doit triompher du point de vue militaire était à l'ordre du jour, les Allemands ont cessé de pouvoir légitimement prétendre à être autre chose qu'une nation provinciale. Ce sont les Anglais, non les Allemands, qui méritent d'être et de rester une nation impériale. Car seuls les Anglais et non les Allemands ont compris que pour mériter d'exercer un règne impérial, regere imperio populos, il faut avoir été instruit pendant un
très longtemps. Parcere subjectis et delibere superbos. Épargner les vaincus et dompter les superbes.